Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mercredi 20 novembre. 411e jour du génocide de l'entité sioniste contre les Palestiniens dans la bande de Gaza. Le bilan des victimes depuis octobre 2023 s'alourdit à 43 985 martyrs et 104 092 blessés. À l'heure où le Conseil de sécurité de l'ONU échoue à adopter un projet de résolution appelant à un cessez-le-feu immédiat suite à un nouveau veto américain. L'agression de l'entité sioniste se poursuit au Liban aussi, où le bilan des victimes s'alourdit à 3 544 martyrs et plus de 15 000 blessés depuis octobre 2023. En Grèce, environ 19 000 personnes ont manifesté ce mercredi, alors que les syndicats observent une grève générale de 24 heures réclamant des mesures de lutte contre la vie chère afin de garantir une vie digne. Et puis le président algérien Abdelmadjid Tebboune reçoit à Alger la directrice exécutive du secrétariat continental du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, Marie-Antoinette Rose IV, suite à sa prestation de serment devant lui en sa qualité de président du Forum des chefs d'État et de gouvernement de ce mécanisme. Bonsoir à tous. Les forces de l'entité sioniste ont commis de nouveaux massacres dans leur génocide contre les Palestiniens dans la bande de Gaza qui se poursuit pour le 411e jour consécutif. Ce mercredi, au moins 36 Palestiniens sont tombés en martyrs, dont 19 au nord de la bande de Gaza où l'entité sioniste a commis un nouveau massacre à Jabalia. Et à Beit Lahia, dans le nord de la bande de Gaza, des images prises le 17 novembre montrent des corps recouverts dans les décombres à la suite d'une frappe des forces sionistes ayant touché un immeuble résidentiel de 5 étages. Au moins 34 corps, dont des femmes et des enfants, ont été retirés des décombres de l'immeuble. Et à la suite d'un massacre commis ce mercredi à Jabalia, à Al-Balad, les proches de nombreuses victimes se sont rendus à l'hôpital Al-Ahli dans la ville de Gaza pour les identifier. Ils racontent l'horreur qu'ils continuent de vivre chaque jour. Les premiers jours de la guerre, ils ont été pris pour cible et il a perdu ses fils. Ses neveux et sa mère a été tombés en martyr. Hier, il était assis avec mon oncle Ali et ils ont été pris pour cible. La frappe a eu lieu la nuit, nous dormions, nous sommes venus ici et nous les avons trouvés morts. Et hier soir, plusieurs Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés lors de bombardements sionistes contre des camps de réfugiés et des villes palestiniennes dans la bande de Gaza. À Beit Lahia, 8 Palestiniens sont tombés en martyrs, 4 à Al-Boreij et Nusayrat. D'autres victimes ont été identifiées, notamment à Deir el-Balah. Et le ministère palestinien de la Santé a annoncé que plus d'un millier de médecins et infirmiers étaient tombés en martyrs depuis le début de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Gaza il y a plus d'un an, soulignant que les forces sionistes continuaient de cibler l'ensemble du système de santé dans toutes les zones de la bande de Gaza, en détruisant des dizaines d'hôpitaux et de centres médicaux. Le ministère palestinien de la Santé qui a appelé la communauté internationale à mettre fin à la guerre d'extermination contre le peuple palestinien.
Et le bilan des victimes du génocide de l'entité sioniste dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023 s'est alourdi ce mercredi à 43 985 martyrs et 104 092 blessés. Au cours des dernières 24 heures, les forces de l'entité sioniste ont commis au moins 2 massacres faisant plus de 13 martyrs et 84 blessés. Et je vous le disais en titre également, le Conseil de sécurité de l'ONU a échoué ce mercredi à adopter un projet de résolution appelant à un cessez-le-feu immédiat, inconditionnel et permanent dans la bande de Gaza. Ce projet de résolution préparé par les 10 États membres non permanents du Conseil de sécurité a recueilli 14 voix pour, 0 abstention et 1 contre, celle des États-Unis, qui ont utilisé leur veto. Le texte a appelé, les parties ont su d'observer un cessez-le-feu immédiat, inconditionnel et permanent dans la bande de Gaza, à procéder sans délai à la libération immédiate et inconditionnelle de tous les détenus. Et à noter que le représentant permanent de l'Algérie aux Nations Unies vient de réagir à ce projet de résolution avorté une nouvelle fois. Je vous propose de l'écouter. Visait uniquement à interrompre ce silence écrasant 5 mois après l'adoption de la résolution 2735. 5 mois pendant lesquels le Conseil de sécurité est demeuré les bras ballants et les poings liés. Ce texte était loin d'être parfait, mais il représentait le minimum minimorum qui aurait dû nous unir. L'Algérie, mon pays, n'a eu de cesse de demander l'application des résolutions du Conseil de sécurité et l'imposition de sanctions contre ceux qui défient la volonté collective de la communauté internationale. C'est pour cette raison que nous avons décidé d'adopter une résolution au titre du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Des concessions importantes ont été accordées pendant les négociations. Et pourtant, un membre a décidé de faire obstacle à toute action du Conseil. Le message envoyé aujourd'hui est on ne peut plus clair. À la puissance occupante israélienne, vous pouvez continuer votre génocide. Vous pouvez continuer de punir collectivement le peuple palestinien en toute impunité. Voilà le message envoyé ici. Au sein du Conseil de sécurité, vous jouissez de l'immunité. Au peuple palestinien, le message envoyé est également clair. Alors que l'écrasante majorité des pays du monde sont solidaires du sort qui est le vôtre, un sort tragique, d'autres demeurent indifférents à vos souffrances. Madame la Présidente, nous devons nous demander aujourd'hui, en tant qu'être humain, est-ce que 44 000 Palestiniens morts ne suffisent pas?
70% de ces victimes mortelles sont des femmes et des enfants. Combien d'autres devront encore mourir avant que le Conseil impose un cessez-le-feu? Est-ce que le nombre d'orphelins à Gaza n'est pas suffisant? Aujourd'hui, il se situe entre 17 et 18 000. Nombre d'entre eux n'ont plus aucun membre de leur famille encore en vie pour s'occuper d'eux. Gaza, jadis connue comme la ville des enfants, est tragiquement devenue la ville des orphelins. Combien d'enfants devront encore perdre leurs parents et devenir orphelins avant que le Conseil n'agisse? Est-ce que cela ne suffit pas que plus de 170 journalistes aient été tués à Gaza? Combien d'autres devront encore mourir avant que le Conseil agisse? Chers collègues, Israël, la puissance occupante, a tué plus de journalistes en une année que ceux qui ont été tués pendant toute la Seconde Guerre mondiale et la guerre du Vietnam conjuguée. Qui sont ces personnes qui se proclament défenseurs des droits humains, de la liberté d'expression? Où sont-ils? Pourquoi restent-ils silencieux face à de telles atrocités? Voilà donc le représentant permanent de l'Algérie à l'ONU, Ammar Benjama, s'exprimait quasi simultanément après que le Conseil de sécurité de l'ONU a échoué une nouvelle fois à faire adopter un projet de résolution appelant à un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Le représentant permanent de l'Algérie a rappelé des chiffres effarants, exprimant l'indignation de l'Algérie face à ce nouvel échec du Conseil de sécurité. Rappelons notamment qu'à Gaza, l'entité sioniste avait fait entre 17 et 18 000 orphelins, ainsi qu'un nombre important de journalistes assassinés par cette force occupante, qui est celui de 270 journalistes. Toujours dans ce dossier consacré à la situation dans la bande de Gaza, l'utilisation de plus de 80 000 tonnes d'explosifs par l'entité sioniste a conduit à un génocide et à la destruction de l'environnement. C'est ce qu'a déclaré Nesrine Tamimi, présidente de l'autorité pour la qualité de l'environnement de l'autorité palestinienne, dans un discours prononcé lors de la COP29 à Bakou, en Azerbaïdjan. L'utilisation de plus de 80 000 tonnes d'explosifs par Israël à Gaza, soit l'équivalent de 220 grammes par mètre carré au cours d'une année, a conduit à la fois un génocide et à la destruction de l'environnement, entraînant la mort de plus de 43 000 personnes, dont la plupart étaient des femmes et des enfants, et le déplacement de centaines de milliers d'autres. Il y a plus de 43 millions de tonnes de décombres à Gaza contaminés par des matières dangereuses, des métaux lourds et des polluants organiques persistants. Cela a entraîné l'effondrement complet du système d'égout, la contamination de 90% des sources d'eau potable et la propagation de maladies infectieuses. En outre, les émissions dues à la reconstruction sont estimées à pas moins de 30 millions de tonnes de dioxyde de carbone. Et en Cisjordanie occupée, où 5 Palestiniens sont tombés en martyrs hier dans le gouvernorat de Jenin à la suite d'une agression des forces de l'occupation. Des colons sionistes en ont profité pour brûler des voitures de citoyens palestiniens.
Les colons ont mis le feu et se sont enfuis. Nous avons couru hors de notre maison après avoir entendu une explosion due à l'incendie des voitures. 3 colons couraient vers la colonie de Harsha. Ils étaient masqués et portaient des vêtements noirs. Ils transportaient un bidon d'1 gallon et le bidon fuitait derrière eux. Nous avons reçu l'aide des habitants du village ainsi que des voisins. Nous avons essayé d'éteindre le feu, mais malheureusement, nous n'avons pas pu. Nous étions effrayés et terrifiés. Mes filles ont commencé à crier, à pleurer. Dieu merci, ils n'ont brûlé que les véhicules. Ils auraient pu mettre le feu à l'intérieur de la maison pendant que nous dormions. Nous sommes loin du centre-ville. S'il se passe quelque chose ici, ils ne nous aideront peut-être pas. Dieu merci, les voisins nous ont aidés. Par ailleurs, des véhicules des forces de l'occupation sioniste se sont déployés à Jenin, dans le nord de la Cisjordanie occupée. Lors d'une incursion, les habitants craignent le pire. Chaque raid est pire que le précédent. Les Israéliens essaient de nous habituer à ces raids et de nous préparer un jour où ils détruiront tout. Mais nous restons fermes et inébranlables. Cette occupation prendra fin un jour. Leur but est d'instiller la peur, de nous faire fuir et d'user l'esprit de ceux qui vivent ici en utilisant tous les moyens possibles. Et retrouvons sans plus tarder notre invité du soir. Restez avec nous pour la suite de ce 19h. Et nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Abdeslam Haitache. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes analyste des questions internationales. Vous êtes également président de l'association France-Palestine Solidarité Est 95. Alors, vous avez pu le suivre avec nous dans ce journal. Les États-Unis ont une nouvelle fois posé leur veto devant un projet de résolution appelant un cessez-le-feu à Gaza. Tout d'abord, comment l'interpréter aujourd'hui, Abdeslam Haitache? Écoutez, je ne suis pas surpris. Les États-Unis sont dans la continuité de ce qui est juste insupportable. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce projet de texte a recueilli 14 voix pour et une contre. Et évidemment, encore une fois, ce sont les États-Unis d'Amérique. Mais derrière cela, je tiens quand même à dire que l'entité sioniste est quand même la seule au monde, non membre du Conseil de sécurité, et qui bénéficie d'un veto. C'est quand même hallucinant. Et donc, du coup, se permet de continuer à génocider, tel que l'a dit l'ambassadeur algérien. D'ailleurs, je tenais à féliciter la diplomatie algérienne qui est vraiment sans faille sur le sujet palestinien. Vous avez pu suivre justement avec nous la réaction à chaud du représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Amar Benjama, qui a exprimé l'indignation de l'Algérie à la suite de ce nouvel échec. Oui, et l'Algérie qui est fidèle à elle-même, qui a toujours défendu la Palestine sur ces sujets-là, et elle est, en tout cas sur le plan diplomatique, elle est sans faille et sans faute sur ces sujets-là. Mais ensuite, concernant justement l'ONU, qui est une vraie mascarade, ce droit suprême au veto, je le dis clairement, est antidémocratique, et c'est même une honte, et on le voit bien, vous savez, par le passé, les Américains sont quand même intervenus en Irak sans la résolution qui leur permettait d'occuper l'Irak, puisque, souvenez-vous, à l'époque, Dominique de Villepin, Premier ministre, s'était opposé, et vous vous souvenez, avec Colin Powell qui arrive avec une fiole, et des plans, une fiole en prétendant que c'était de l'anthrax, et des plans indiquant les armes de destruction massive, et comme vous le savez, on n'a absolument rien trouvé là-bas. Mais vous voyez, encore une fois, cette mascarade, et de toute façon, l'ONU, je tiens juste à vous dire qu'il y a deux solutions. Ou l'ONU se réforme, ou elle est condamnée à disparaître. Initialement, lorsqu'elle remplace la Société des Nations, par le passé, elle est quand même organisée par des États colonisateurs qui décident du partage de la Palestine
sans l'avis des Palestiniens, puisque à l'époque, il n'y avait que 48 États qui siégeaient à l'ONU et qui ont décidé, sans les Palestiniens, et moi je reprends une phrase de Nelson Mandela qui disait « Ce qui se décide pour nous sans nous, se décide contre nous ». Et voyez-vous, les Palestiniens qui, depuis 76 ans, souffrent, sont spoliés de leurs terres, sont massacrés, comme si tout avait commencé un 7 octobre. Vous connaissez cette rengaine des sionistes qui se cachent derrière leurs doigts. Et aujourd'hui, vous savez, on essaye de défendre. Alors, moi, j'ai noté deux résolutions qui sont quand même essentielles. La première, c'est la résolution 242 du Conseil de sécurité qui avait été adoptée en 1967, qui appelait au retrait des forces sionistes des territoires occupés lors du conflit de cette année-là. Ça, c'est la première. Et cette résolution, en fait, elle reste un point central dans les discussions sur le processus de paix dans le Moyen-Orient. Et vous savez qui, justement, ne veut pas la paix, sûrement pas les Palestiniens. Et de même, la résolution 497 de 1980 qui déclare nul et non avenu l'annexion du plateau du Golan par l'entité scélérate. Donc vous voyez bien que oui. Vous avez d'un côté des Palestiniens qui cherchent à vivre dignement sur leur terre et d'un autre côté, un colonisateur génocidaire aujourd'hui qui tue et massacre des familles. Vous savez, vous avez donné des chiffres. Moi j'ai quand même quelques autres oui. chiffres. 825 nourrissons de moins d'un an martyrisés. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des enfants qui sont nés après le 7 octobre, qui n'ont connu que la guerre et qui sont morts. Voyez-vous, si ça n'émeut personne, eh bien nous avons perdu toute humanité. Et c'est ce qui est oui. juste insupportable. Vous savez, nous, à l'Association France-Palestine Solidarité, ici à Paris, nous mobilisons, nous menons des actions, nous rassemblons, nous organisons des colloques, des conférences débats, des sensibilisations justement sur ce sujet. Mais lorsque l'on a justement ces sionistes, et moi il m'arrive de les d'ailleurs, c'est pour cela que Ammar Benjama, dans sa réaction à ce nouvel échec, s'est interrogé par rapport, était-ce l'insuffisance du nombre effarant d'orphelins, de journalistes assassinés ou encore de morts dans l'ensemble depuis le 7 octobre. Et nous rappelons aussi que ce projet de résolution a été préparé par les 10 États non membres, États membres non permanents plutôt du Conseil de sécurité, dont l'Algérie. En face de cela, il y a les États-Unis qui ont, rappelons-le, posé leur veto face à ce nouveau projet de résolution appelant à un cessez-le-feu immédiat. Peut-on dire aujourd'hui que les États-Unis sont aujourd'hui intégralement partie prenante en faveur de l'entité sioniste? Mais totalement, et vous savez, beaucoup de gens s'interrogeaient sur l'élection de Donald Trump en se demandant si c'était pire. Mais moi, je peux vous dire une chose, ça ne peut pas être pire. Ça peut en être tout autant, mais ça ne peut pas être pire. Ce qu'ont vécu les Palestiniens pendant 14 mois est juste abject, insupportable et complètement indigne. Donald Trump ne peut pas faire pire. Il peut faire tout autant, mais pas pire. Et vous savez, concernant Joe Biden, que l'on a baptisé Genocide Joe, ce qu'il faut savoir, c'est que, alors une autre information, mais vous le savez, Joe Biden autorise pour la première fois en Ukraine l'utilisation de missiles américains longue portée. Donc vous voyez bien que Joe Biden, avant de partir, met à sac le monde avant de partir pour essayer de laisser une situation délétère et insupportable à Donald Trump. Justement, c'est la question que j'allais vous poser, justement, Abdeslam Haïtache. Ce veto, cet énième veto des États-Unis a été posé à l'heure où l'administration Biden est aux portes du départ. Elle sera remplacée par une nouvelle administration menée par Donald Trump. Peut-on dire que ce veto américain posé aujourd'hui était celui de la dernière chance? Alors, vous savez, je suis un grand optimiste et j'ai espoir à ce qu'un jour la Palestine puisse se libérer de son occupant.
Donc, je ne dirais pas que c'est un dernier espoir, mais en effet, le gouvernement de Biden plie bagage et laisse ce cadeau à Donald Trump en lui laissant une situation qui est du même acabit. Ce que je veux juste dire, c'est que je n'ai absolument pas confiance en Donald Trump. Ce n'est pas mon propos de promouvoir Donald Trump. Et d'ailleurs, pour l'histoire, souvenez-vous, lors de son premier mandat, il avait déclaré que Jérusalem était la capitale indivisible de l'entité génocidaire. Et évidemment, ensuite, la diplomatie américaine a fait marche arrière et ça n'a jamais été fait. Donc, ce que je veux dire, et je l'ai dit, Donald Trump ne peut pas faire pire que Joe Biden. Et qu'est-ce que peut apporter justement, vous avez parlé d'optimisme, que peut apporter la nouvelle administration Trump à ce conflit, à cette agression? D'abord, sa position vis-à-vis de l'Ukraine, parce que vous savez, les sujets géostratégiques et internationaux sont tous liés. Et le fait qu'il coupe les vivres à l'Ukraine fera que, en fait, sur cette partie du monde, cette situation se réglera avec des accords entre la Russie et l'Ukraine. Emmanuel Macron a déjà fait marche arrière en appelant justement Vladimir Poutine à être raisonnable. Bizarrement, il aurait changé de ton. Demain, et vous le savez très bien que la Russie est en lien avec l'Iran. Vous connaissez la situation et la position de l'Iran vis-à-vis de la position, enfin de la situation dans le Proche-Orient. Et évidemment que, en tout cas, Netanyahou, ses jours sont comptés. Il veut aller vite. Et en fait, cette résolution vise à lui permettre de gagner encore du temps et tuer un peu plus de Palestiniens. C'est assez cynique ce que je dis, mais c'est hélas la réalité. Attendre la passation de pouvoir entre républicains et démocrates d'ici janvier. En janvier, ouais. Faire encore davantage de morts. Pourquoi les États-Unis n'ont-ils pas bloqué aujourd'hui cette effusion de sang, alors qu'ils avaient encore une chance, disons-le, de se racheter en quelque sorte des blocages et des échecs précédents au niveau du Conseil de sécurité? Alors, s'ils avaient voulu le faire, ils l'auraient fait il y a bien des mois, puisqu'il y a déjà eu des votes de la honte où les États-Unis étaient les seuls à lever la main. Vous savez, la main tremblante de cet ambassadeur qui craignait justement, on le voyait en tout cas très nerveux sur le fait qu'il levait la main. Mais ce que je veux vous dire, les Américains sont dans l'absurdité, dans la continuité de ce qu'ils ont toujours fait. Et d'ailleurs, vous savez, on dit des États-Unis que les États-Unis sont passés de l'âge de pierre à la décadence sans passer par la civilisation. Et vous savez comment s'est construit les États-Unis d'Amérique, évidemment sur un génocide, le génocide des Indiens d'Amérique, qui est un modèle aujourd'hui pour l'entité sioniste et scélérate. Très bien. Merci beaucoup pour ces précisions à Abdeslam Haitaj. Je rappelle que vous êtes analyste des questions internationales. Vous êtes également président de l'association France-Palestine Solidarité Est 95. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Allez, restez avec nous pour la suite de ce 19h. Tout de suite, notre dossier consacré à la situation au Liban. Je vous en parlais en titre, l'agression de l'entité sioniste se poursuit au Liban également, où le ministère libanais de la Santé a annoncé que 3 544 personnes étaient tombées en martyrs et plus de 15 000 autres ont été blessées depuis le début de l'agression sioniste en octobre 2023.
Et au moins 540 000 personnes ont été déplacées depuis fin septembre au Liban à la suite des agressions terrestres et aériennes sionistes contre le pays, selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU au Liban. Selon le rapport de l'OCHA, parmi ces personnes, près de 35 000 Libanais se sont rendus en Irak. Et pendant ce temps, l'émissaire spécial du président américain Amos Hochstein a poursuivi ce mercredi ses entretiens à Beyrouth dans le but de parvenir à un cessez-le-feu au Liban. Il a notamment rencontré le président du Parlement libanais, Nabih Berri, relevant des progrès supplémentaires. La réunion d'aujourd'hui a permis de poursuivre celle de la veille et d'accomplir des progrès supplémentaires. Je partirai donc d'ici dans quelques heures pour Israël afin d'essayer de clore ce dossier si possible. Par ailleurs, le président du Parlement libanais, Nabih Berri, a rencontré à Beyrouth le vice-amiral Edward Axen, conseiller principal de la défense britannique pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Par ailleurs, des soldats et des membres des services de sécurité ont examiné ce mercredi le site touché par une frappe de l'entité sioniste sur une position de l'armée libanaise dans la ville de Sarafand, dans le sud du pays, qui a tué 3 soldats la veille. C'est une position de l'armée nationale. Nous sommes dans notre propre pays. Personne ne s'attendait à ce qu'une telle chose se produise. Nous sommes des civils et c'est une position de l'armée nationale. Et en Syrie, à présent, au moins 36 personnes sont tombées en martyrs et 50 autres ont été blessées ce mercredi dans un nouveau raid des avions de guerre de l'entité sioniste, prenant pour cible un quartier résidentiel dans la ville de Palmyre, dans le désert syrien. Selon l'agence de presse Sana, l'entité sioniste a intensifié ses raids aériens ces derniers jours, ou plutôt ces derniers mois. Plusieurs régions en Syrie ont été la cible de bombardements sionistes. Par ailleurs, le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Rafael Grossi, a salué ce mercredi un engouement concret de l'Iran après la mise en place par Téhéran de mesures pour stopper l'expansion de son stock d'uranium hautement enrichi, et ce premier jour du Conseil des gouverneurs de l'instance onusienne à Vienne. Mon idée de poursuivre dans cette voie est d'avancer en avançant pas à pas et en obtenant des résultats concrets. Je le répète et je pense que c'est très important. Et en obtenant des résultats concrets, peut-être la trajectoire peut être moins conflictuelle et plus constructive. Je vous en parlais en titre. En Grèce, environ 19 000 personnes ont manifesté ce mercredi alors que les syndicats observent une grève générale de 24 heures réclamant des mesures de lutte contre la vie chère afin de garantir une vie digne. Au total, 15 000 manifestants, dont 2 tiers des sympathisants du syndicat des travailleurs PAM, se sont rassemblés dans le centre d'Athènes et ont marché dans le calme vers la place Syntagma, donc près du Parlement. Selon la police, à Thessalonique, au nord, deuxième ville grecque, environ 4 000 personnes ont manifesté. Cette grève générale a affecté en particulier les transports. Il s'agit d'une lutte pour le droit à l'emploi, pour le droit à la liberté, pour le droit à l'éducation. Un enseignant nouvellement formé reçoit 750 € et le loyer d'une maison est de 550 €. Par conséquent, non seulement il ne peut pas vivre, mais il ne peut même pas survivre. Où allons-nous?
Telle est la grande question. Il est gratifiant de constater qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui et j'espère que c'est un signal d'alarme parce que nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir. Il était envisagé depuis un moment, c'est désormais acté. La Russie a procédé à une révision de sa doctrine nucléaire à quelques mois du 3e anniversaire du début du conflit en Ukraine. En quoi consiste ce changement et quelles conséquences implique-t-il? Élément de réponse avec Safouane Belsabri. Demandé depuis longtemps par certains acteurs politiques russes, le changement de la doctrine nucléaire est désormais acté. Vladimir Poutine a signé un décret entérinant le changement de doctrine. Qu'en est-il de la nouvelle stratégie russe en matière de nucléaire militaire? Le Kremlin a procédé à un élargissement des possibilités de recours à l'arme atomique, notamment dans le cas où une agression est menée par un État non nucléaire, tel que l'Ukraine, avec l'aide d'un État nucléaire. Dans ce cas de figure, l'attaque serait alors considérée comme une attaque conjointe impliquant les deux pays et légitimerait une utilisation de l'arme atomique. Par ailleurs, une réponse nucléaire russe devient possible en cas d'éventuelles menaces critiques contre sa souveraineté, même avec des armes conventionnelles, en cas d'attaque contre la Biélorussie ou encore dans le cas de lancement massif de missiles de croisière ou de drones franchissant les frontières russes. Ce changement de doctrine survient au moment où Kiev entendait convaincre Washington de lui octroyer son feu vert pour effectuer des tirs dans la profondeur du territoire russe à l'aide de missiles longue portée fournis par ses alliés occidentaux. Une autorisation qui a été accordée par Joe Biden avant la fin de son mandat, munissant notamment l'Ukraine de missiles longue portée dénommés ATACMS. Une telle autorisation constitue une escalade pour Moscou, qui estime qu'un changement de doctrine relevait de sa sécurité nationale. Un changement salué par le président turc Erdogan lors du sommet du G20 de Rio, où il invite ses partenaires de l'OTAN à reconsidérer leur stratégie. Une position qui met en exergue la divergence de points de vue au sein de l'organisation atlantique. Allez, restez avec nous pour cette édition qui se poursuit. À suivre tout de suite l'édition africaine. Je vous en parlais en titre, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu ce mercredi au siège de la présidence de la République à Alger la directrice exécutive du secrétariat continental du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, Marie-Antoinette Rose IV, suite à sa prestation de serment devant lui en sa qualité de président du Forum des chefs d'État et de gouvernement de ce mécanisme. Cette dernière a fait part de sa détermination à assumer avec dévouement ce poste au service des peuples du continent. La nouvelle directrice exécutive du secrétariat continental du MAEP a saisi cette occasion pour féliciter encore une fois Abdelmadjid Tebboune pour sa réélection en tant que président de la République. Je vous adresse mes plus sincères salutations africaines et je souhaite être à la hauteur de la confiance que vous m'avez accordée pour être présidente du Forum des chefs d'État et de gouvernement du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. C'est un privilège unique et une énorme responsabilité. Je prends cela pour acquis. Le serment que j'ai prêté devant vous restera pour toujours une source de conscience et un guide solide. Cela me rappellera que j'occupe ce poste pour servir fidèlement et avec loyauté notre peuple pour faire avancer ses aspirations avec professionnalisme, transparence et une performance exemplaire. Laissez-moi saisir l'opportunité pour féliciter une nouvelle fois le président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune, pour son élection pour un nouveau mandat. Le soutien et la grande confiance reçue par le président Tebboune est un témoignage vivant de l'Afrique que nous souhaitons avec le droit fondamental des peuples à choisir leurs propres dirigeants. Le général d'armée Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé ce mercredi à Alger au nom du président algérien, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, la cérémonie d'installation du général-major Mostefa Smaili dans les fonctions de nouveau commandant des forces terrestres. À cette occasion, Saïd Chengriha a souligné qu'il veillait personnellement à ce que l'alternance au poste et fonction
soit une tradition et une culture constante qui impulse une nouvelle dynamique dans les rangs de l'armée nationale populaire. Toutefois, nous continuons à enregistrer que des voix et des porte-voix s'élèvent chaque fois qu'il y a un changement au sein de l'institution militaire qui, comme toute autre institution ou armée, peut connaître des changements naturels dans le cadre de l'alternance au poste de responsabilité et fonction. Ces voix nous sortent des interprétations et des analyses aussi fausses que tendancieuses, ayant pour objectif de semer le doute et la confusion au sein de l'opinion publique nationale par la diffusion d'informations mensongères et falsifiées. Cependant, nous restons confiants quant à la vigilance des citoyens vis-à-vis de ces complots qui sont l'œuvre des officines malveillantes à l'étranger et propagées par les traîtres et les agents coutumiers de ce genre de manœuvres tant que l'Algérie reste attachée à ses positions inamovibles en direction des causes justes dans le monde et à chaque fois qu'elle exprime clairement son attachement à sa souveraineté. Toujours dans l'actualité africaine, l'Algérie a appelé depuis New York la communauté internationale à maintenir son soutien à la souveraineté de la Libye et à l'intégrité de son territoire. Un appel lancé par la voix du représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Ammar Benjama, au cours d'un briefing semestriel du procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, sur la Libye. Le point avec Asma Laïda. Par le biais de son représentant permanent auprès de l'ONU, Ammar Benjama, l'Algérie a appelé hier mardi depuis la tribune de New York la communauté internationale à maintenir son soutien à la souveraineté de la Libye et à l'intégrité de son territoire. La communauté internationale a responsabilité collective en la matière et a une dette considérable vis-à-vis du peuple libyen. Le tribut dévastateur qu'ont payé les institutions et le peuple libyen exige notre attention immédiate et notre mobilisation de chaque instant. Et l'Algérie appelle la communauté internationale à maintenir son soutien. Concernant la position de l'Algérie vis-à-vis de la crise en Libye, le diplomate algérien a expliqué qu'elle reposait sur 3 principes. Se base sur les 3 principes suivants. La sainteté de la justice, la souveraineté de la Libye et l'impératif de la stabilité régionale. Le représentant permanent auprès de l'ONU, Ammar Benjama, a mis en avant l'impératif pour la Cour pénale internationale de se conformer strictement aux principes de complémentarité de manière à préserver son indépendance et son impartialité tout en respectant la souveraineté judiciaire de la Libye. La Cour pénale internationale doit venir compléter le travail accompli par le pouvoir judiciaire libyen et non pas s'y substituer. Nous sommes convaincus que, en matière de justice et de responsabilité, la responsabilité première incombe aux États eux-mêmes. Un pouvoir judiciaire solide et indépendant est nécessaire pour garantir la stabilité sur le long terme de la Libye. Par ailleurs, Benjama a évoqué la situation à Gaza et en Palestine de manière générale suite au génocide, appelant la CPI à s'acquitter pleinement de ses missions en émettant des mandats d'arrêt tout en procédant aux poursuites judiciaires contre les criminels de guerre en Moyen-Orient et en Palestine. Au Sénégal, à présent et après la publication des résultats provisoires des législatives anticipées, le PASTEF rafle tout et c'est désormais avec une majorité absolue à l'Assemblée nationale que le duo Diomaye Faye-Sonko poursuivra sa feuille de route voulue comme celle du changement. Tinhinan Makassi. Le duo Bassirou Diomaye Faye Ousmane Sonko signe une nouvelle victoire politique au Sénégal. 8 mois après avoir franchi les portes du palais de la République avec l'élection de Diomaye Faye à la tête du pays et la nomination de Sonko à la primature. La combinaison du PASTEF paraphe une nouvelle page de leur feuille de route destinée à la refondation profonde du Sénégal, une ambition que les deux acolytes passés de l'opposition au pouvoir par la force des urnes ne cachent nullement.
Selon les résultats officiels provisoires des élections législatives anticipées, publiés mardi 19 novembre, le PASTEF est arrivé en tête dans 47 des 54 circonscriptions électorales que compte le pays, ce qui lui donne droit à une majorité bien plus qu'absolue. Cela dit, ce pas de deux mené par le PASTEF qui envoie ainsi par cette victoire botter en touche la très puissante coalition de l'ex-président Macky Sall, Taku Wallu, arrivé seulement en 3e position au Parlement, est à suivre de près. Sur le fond et la forme, cette perte d'influence de Taku Wallu, pourtant grand habitué des commodités électorales, expérience acquise lors des 2 mandats de Macky Sall, n'a pas réussi à convaincre les quelques 8 millions d'électeurs sénégalais de rester sur la même voie. Cela dit, le PASTEF de son côté est attendu au tournant sur les questions socio-économiques, ces mêmes questions qui ont conduit à la sortie de la vieille garde incarnée par Macky Sall de l'hémicycle. Cela dit, ce dernier semble vouloir poursuivre le bras de fer avec le PASTEF, en particulier avec son président Ousmane Sonko. En plus des questions internes, le parti désormais au pouvoir sera également scruté pour ses choix de politique étrangère, notamment la crise de la CEDEAO, le Sahel, le rapport avec les puissances occidentales, seront autant de questions qui devront marquer la diplomatie sénégalaise dans les prochaines années. Environnement, et à 2 jours de la fin de la conférence sur le climat de l'ONU, les Européens refusent toujours de dévoiler combien ils seront prêts à mettre sur la table pour aider les pays en développement malgré la pression croissante de ces derniers. Les points de blocage restent très nombreux avant la fin de la conférence de l'ONU vendredi soir à Bakou. Le manque de progrès sur la finance, mais aussi sur la question de la baisse des émissions de gaz à effet de serre, nourrit de plus en plus les frustrations des uns et des autres. Et ce mercredi, le secrétaire général de l'OPEP, Haitham Al-Raïs, a préconisé lors d'une plénière de la COP29 d'accueillir toutes les énergies et veiller à ce que les besoins de tous les peuples du monde soient pris en compte. Aujourd'hui, le pétrole et les produits dérivés continuent de façonner la façon dont nous nous chauffons et refroidissons nos maisons, construisons nos bâtiments et nous déplaçons d'un point A à un point B. Le pétrole et le gaz restent vitaux pour les producteurs et les consommateurs du monde entier, comme l'a souligné son Excellence le président de l'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, lors de l'ouverture de la COP29. Ils sont effectivement un don de Dieu. Le grand défi à relever consiste à garantir l'accessibilité à l'énergie, à répondre à la demande croissante en énergie, à renforcer la sécurité énergétique tout en maintenant un coût abordable de l'énergie et bien sûr à réduire les émissions. Elle est parlant à présent de la Birmanie qui est devenue le pays où les mines terrestres et les munitions non explosées ont fait le plus de morts et blessés en 2023 dans un contexte de hausse mondiale du nombre de victimes selon l'Observatoire des mines. Le chiffre de 1003 victimes pour 2023 est très éloigné du nombre total de victimes. Aucun groupe armé en Birmanie, ni l'armée, ni les groupes armés ethniques, ni les forces de défense populaires ne nous ont fourni de données sur le nombre de leurs victimes. Et nous savons, d'après des preuves anecdotiques, qu'elles sont nombreuses. Le nombre que nous déclarons ici est celui que nous pouvons déclarer. Nous pouvons dire au moins ce nombre. Combien de plus? Le double, le triple? Très probablement. Il n'existe aucun système de surveillance médicale dans le pays qui puisse fournir des données officielles sous quelque forme que ce soit. Au Pakistan, à présent, 18 soldats ont été tués et 7 policiers enlevés, dont 3 attaques terroristes en 24 heures dans le nord-ouest du pays. L'attaque la plus meurtrière est survenue hier en fin de journée où un kamikaze présumé a fait exploser un véhicule piégé près d'un barrage de l'armée, tuant une dizaine de soldats.
Voilà, et puis enfin, des dizaines d'animaux ont été offerts par la Russie à la Corée du Nord au profit d'un zoo de Pyongyang. Il s'agit notamment d'un lion d'Afrique, 2 ours bruns et 2 yaks domestiques, en plus de nombreuses autres espèces animales. Et c'est avec ces images qu'on se quitte. C'est la fin donc de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée à tous.